de pardon, tout de suite, on voit le pardon chrétien, du confessionnal. Mais je crois plutôt que le pardon est une réalité psychologique. Même s'il y avait le tribunal, les gens doivent s'accorder le pardon. Parce que le pardon est un des signes qui peuvent attester la guérison des blessures. Quelqu'un qui n'est pas encore prêt à pardonner, et moi je le comprends, c'est son droit, mais c'est un signe qui montre que la personne souffre encore. Je ne suis pas en train de juger. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'objet de notre conférence aujourd'hui. Je vous dirais que le pardon, c'est le dernier pas de tout un processus. Les psychologues vous diront qu'il y a ce qu'on appelle le temps de haine. Quelqu'un qui vient d'être blessé, il faut respecter sa souffrance, mais aussi sa haine. C'est une étape par laquelle tout le monde doit passer. Plutôt, il faut savoir comment accompagner la personne. Donc, la commission n'oppose pas du tout le pardon à la justice. Pas du tout. Le pardon, c'est une étape nécessaire pour arriver à la réconciliation. Je vous ai dit que même si le tribunal était là, par exemple, je l'ai dit dans ma présentation, si à la fin de notre travail, on réalise qu'il y a eu des crimes de génocide, crimes de guerre, ça c'est des crimes qui ne relèvent pas des compétences nationales, cela ne va pas empêcher qu'on prêche, on accompagne les gens à se pardonner. Je peux vous donner le cas, par exemple, banal. Quand le pape Jean-Paul II a été poignardé par, j'ai oublié son nom, son assassin a été condamné, il a été cloué en prison, mais le pape est allé lui accorder son pardon, mais il n'a pas demandé qu'on le sorte de prison. Donc c'était pour vous dire qu'il ne faut pas confondre les deux. Le pardon, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Imaginez, je vais le dire en Kirundi, umuntu aryama akajyama yikoreye naka. Wavyuka ukavyuka umufise ku bitugu. Wagenda ukagenda. Donc le pardon ni étape yerekana ko umuntu hageze ko yikura uwo muzigo amaze imyaka n'imyaka yikoreye ashobora kuwushira hasi pour refaire sa vie et construire son bonheur. Kuko celui-là pourrisse la vie, hari naho atibuka ko yakubabaje wewe. Donc il ne faut pas minimiser ou se moquer de la nécessité du pardon. Mais comme effectivement vous avez bien posé la question, il ne faut pas opposer les deux. Iyo twebwe iwacu twigisha ko bavyitiranije nuko jewe n'umugatolika uyu n'umusenyeri w'umuanglikani, iyo twigisha mu bya réconciliation, la dialectique, le pardon et la justice. Mais même là, la justice c'est bon, mais quel type de justice? Parce que nous nous cachons toujours derrière le concept de justice. Peut-être, alors que nous voulons parler du tribunal, c'est différent. Parce que la justice, il y a plusieurs, comment dire, plusieurs sortes de justice. Il y a la justice distributive, il y a la justice restauratrice, il y a la justice, celle des tribunaux pénale, il y a la justice pénale. Donc il y a plusieurs sortes de justice. Donc dire gratuitement que le Burundi a omis l'aspect justice, c'est faux.
Et c'est là où justement je voudrais vous interpeller comme compatriotes. Pour notre réconciliation, quel type de justice avons-nous besoin? La justice vindicative, ok. Mais est-ce que si on emprisonne celui qui a tué mon père, est-ce que cela va me guérir de mes blessures? Je ne dis pas qu'elle n'est pas nécessaire. Mais c'était tout simplement pour nous inviter à éviter les raccourcis, mais plutôt essayer de voir pourquoi tel peuple peut choisir telle voie ou telle autre. Et ici, je vous donnerai justement, en matière de justice transitionnelle, je vous ai dit que la justice transitionnelle se recherche encore au niveau scientifique. Il n'y a pas encore vraiment de concept enseigné dans les universités. Parmi vous, je pense qu'il y a des juristes. On ne vous a pas parlé de la justice transitionnelle, c'est vraiment très récent. Mais je vous dirais que jusqu'à présent, il y a deux orientations différentes. Il y a le style anglo-saxon, avec leur dialectique, qui dit qu'entre la paix, quand il y a conflit entre la paix et la justice, les anglo-saxons disent il ne faut pas hésiter à choisir la paix. Je peux me battre pour mettre trop hâtivement, comment dire, une structure, mais qui peuvent générer des conséquences encore beaucoup plus néfastes dans un pays. Si, par exemple, en Afrique du Sud, Mandela a préféré l'amnistie, ce n'est pas parce que, d'abord, il est juriste lui-même, c'est un ancien avocat, mais il a pris le temps de discerner, de réfléchir. Il a réalisé la souffrance que son peuple a endurée sur plusieurs années. Il a dit, s'il laisse les gens se faire la justice, ce sera le chaos. Ce sera pire qu'au temps de l'apartheid. Alors lui, il a préféré faire le troc entre la démocratie, la stabilité et la paix et l'amnistie. Non pas qu'il est bête, mais ici en Occident, c'est différent. Et malheureusement, nous nous nourrissons justement des idées de là où nous sommes. Ici, vous êtes dans les pays des droits de l'homme, où, je crois en tout cas, par rapport à certains pays africains, la notion de la justice, du tribunal, n'est pas, comment dire, vécue et comprise de la même manière qu'en Afrique. Je ne voudrais pas entrer dans les détails et retourner à la matrice de la culture burundaise et voir comment on gérait les conflits. La dimension spirituelle était toujours là. Iwachu, il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de peine de mort. Chaque fois qu'il y avait conflit entre deux familles, on écoutait d'abord la vérité. On recherchait d'abord la vérité. Après avoir écouté les différentes parties, alors on amenait le mouton qui était sacré. Ça, c'est la dimension religieuse dans notre culture. Et on égorgeait le mouton, on prenait du sang de ce mouton, qu'on mettait dans la bière et les gens buvaient ensemble et ils pouvaient se réconcilier. Voilà comment les Burundais géraient leurs conflits. Ce n'était pas la réconciliation. Bon, je ne dis pas que c'est ça que nous allons faire, mais pourquoi sortir de notre culture? C'est une interrogation que je vous lance comme ça. Alors pourquoi 1962 et les crimes d'avant 1962? Par exemple, la mort de Rwagasore. Vous avez tout à fait raison. Je me pose moi-même la question. Pourquoi avoir mis à côté le cas de Rwagasore? Mais qu'à cela ne tienne, la loi est bien claire. La loi dit que si on tombe sur des cas commis en 65 par exemple, et que pour comprendre ce qui s'est passé en 65, on doit remonter dans l'histoire
même en 50, nous allons nous pencher sur ces questions. Donc là aussi, je pense qu'il faut lire bien la loi, essayer de la comprendre et essayer de bien planifier son travail. Kuri jewe nsomye itegeko nta ngorane mbonamo. Hariho deka z'inyuma ya 62 tuzitegere zizotugarukana ku rupfu rwa Gasore. Zizotugarukana ku byabaye avant l'indépendance. Donc là aussi, bon, je ne voudrais pas faire de procès d'intention, mais des fois je me pose la question si justement c'est pas pour faire diversion. Est-ce que tout le monde veut que cette commission fonctionne? Je me pose la question. Est-ce que toutes les raisons ne sont pas les bienvenues pour l'empêcher de travailler? Bon, il y en a qui, je sais, nous lancent la balle, ça va dans notre camp, en nous accusant de tous les maux. Mais moi aussi, je peux dire qu'à travers les accusations qu'on nous fait, c'est plutôt pour éviter que la commission travaille. Et Kame Jambo Awotorikum. Merci, Monsieur le Président de la Commission, pour la parole. Je vais peut-être faire quelques ajouts, parce que finalement, toutes les interrogations ont été passées en revue. Par rapport aux grandes catégories de crimes, je ne sais pas si j'ai très bien compris la question. Moi, j'avais compris autrement. J'avais compris que M. Frédéric aurait posé la question de savoir quels sont peut-être les grands événements que la Commission Vérité et Conciliation allait prendre en considération pour la découverte de la vérité. Alors, si ce n'est pas ainsi, si ce sont les catégories de crimes, le président de la Commission a bien précisé que nous allons nous pencher sur les violations graves de droits de l'homme et de droit international humanitaire. C'est ce que nous impose la loi qui régit la Commission Vérité et Conciliation. Et oui. Et par rapport aux droits de l'homme, par rapport au droit international humanitaire, nous allons bien évidemment distinguer les types, les sortes de droits, les droits politiques, les droits civils, les droits économiques, les droits sociaux. Ça, c'est normal. Mais faisons la distinction entre les droits de l'homme et le droit international humanitaire. C'est que d'abord, on va parler du droit international humanitaire lorsque nous allons constater que certaines violations des droits ont été observées quand il y avait conflit armé. Conflit armé, ça peut être conflit armé entre deux États. En notre pays qui aurait attaqué notre pays, parce que nous allons nous pencher sur le Burundi, sur notre pays, un pays qui aurait attaqué notre pays, ou alors un groupe rebelle qui se serait opposé à notre armée nationale et qui aurait causé bien évidemment un conflit entre les deux. Et là, de par ça, il y a eu violation des droits de l'homme naissant de conflits armés entre pays ou entre deux groupes armées nationales ou groupes rebelles. Ça, nous allons nous pencher sur ces questions-là. Par rapport aux droits de l'homme, nous allons considérer cela quand nous aurons à comprendre qu'il y a eu responsabilité de l'État. Responsabilité de l'État par rapport, bien évidemment, aux violations graves des droits de l'homme. Responsabilité de l'État, soit par action, ou soit par inaction. Si la responsabilité de l'État s'observe quand c'est au travers ces préposés qui ont violé les droits de l'homme, manifestement violé les droits de l'homme, là il y a eu intervention, il y aura responsabilité de l'État. Mais bien évidemment, l'État peut être responsable par inaction lorsqu'il n'a pas agi alors qu'il devrait agir. Lorsque ces institutions n'ont pas agi alors qu'ils devraient agir pour la protection des droits de la personne humaine. Tout ça, nous allons devoir prendre cela en compte parce que l'action ou une action peut provoquer justement les violations graves des droits de la personne humaine. Ça, c'est la distinction par rapport aux deux. Mais sinon, je vais
ajouter quelques éléments par rapport à la question de Madame Juliette, par rapport à la question concernant pourquoi autant d'années avant la mise en place de la commission vérité et conciliation. Pourquoi justement ces années, ces 14 ans avant la mise en place de la commission vérité et conciliation. Je crois que nous devons peut-être nous réjouir aujourd'hui de l'existence finalement de la commission vérité et conciliation aujourd'hui. Parce qu'en 2000, quand les Burundais se sont convenus à Arusha de signer le document de l'accord, ils se disaient, ils étaient convaincus, ils estimaient que la crise allait prendre fin justement en 2000, cette année-là. Mais tout ce que nous avons observé, vous et nous, c'est que par après, le conflit a continué. Vous savez très bien que d'ailleurs, le mouvement FDD a cessé les armes déjà en 2003 et que le mouvement FNL a cessé les armes en 2008, le 4 décembre en 2008. Donc c'était une situation sécuritaire qui ne le permettait pas. Et puis la situation politique, bien sûr qu'il y a continuité de l'État, je ne veux pas expliquer à la place des gouvernants d'ailleurs, mais tout ce que je sais, c'est que le président Bouyoya, quand il y avait eu signature de l'accord, en 2001 déjà, parce qu'il y a eu des correspondances, il a commencé déjà à saisir les Nations Unies. Comme le disait très bien le président de la commission, c'est que la mise en place d'une commission vérité et conciliation ou d'un tribunal, donc la mise en place d'un mécanisme de justice de transition et de la responsabilité des gouvernements et des Nations Unies. Donc ce n'est pas quelque chose qui allait être mis en place simplement par le gouvernement burundais. Il devait y avoir intervention des Nations Unies, d'ailleurs consultation avec les Nations Unies, entente avec les Nations Unies. Et le président Bouyoya a directement saisi les Nations Unies en 2001, qui a tardé d'ailleurs à répondre. Et c'était juste en 2004 que les Nations Unies ont répondu en envoyant une délégation conduite par M. Kalomo, que je pense vous connaissez vous tous, qui après a fait son rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies qui a sorti une résolution, c'est la résolution 1606, qui demandait au gouvernement du Burundi cette fois-là de mettre en place une commission vérité et conciliation et par après un tribunal spécial pour le Burundi, en mettant de côté bien évidemment les éléments qui avaient été indiqués par l'accord d'Arusha, comme quoi il devait y avoir une commission d'enquête internationale, d'enquête judiciaire internationale. Et par après, quand la résolution est tombée, c'était en même temps que les élections démocratiques avaient été organisées, c'était en 2005, 2006 d'ailleurs, quand il y avait institutions démocratiquement élues en place. Quand ils ont commencé alors cette fois-là à renégocier avec les Nations Unies, je me souviens très bien, c'est le groupe conduit par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Louise Albour, qui était venue au Burundi, c'était en 2006, pour encore une fois renégocier avec le gouvernement quant à la mise en place de ce mécanisme. Et alors, le gouvernement et les Nations Unies se sont convenus de mettre en place un comité technique tripartite qui était composé par des représentants des Nations Unies et du gouvernement et de la société civile pour pouvoir organiser des consultations nationales. Donc, c'est pour dire, peut-être pour ne pas entrer en détail avec tous ces éléments, c'est pour vous dire, la mise en place de la commission vérité et conciliation a été un long processus. Un long processus qui a abouti finalement à la promulgation de la loi de 2014 mettant en place l'actuelle commission vérité et conciliation. Donc vous comprendrez que ce n'est pas de la volonté du gouvernement, de la volonté étatique de retarder la mise en place de la commission, mais simplement de ce processus qui devait être long justement pour la mise en place de cette commission. Alors, par rapport à la je ne vais pas peut-être ajouter quelques mots par rapport au pardon, à l'opposition de la justice et au pardon, mais simplement pour dire que nous devons distinguer deux choses, comme l'a précisé le président.
La commission Vérité et Conciliation est un mécanisme de justice de transition non judiciaire et qui va vers la recherche de la vérité, l'établissement de la vérité, le rétablissement de la dignité des victimes et puis la réconciliation du peuple burundais en passant par la réparation, le programme de réparation, tout ça, le programme du pardon. Et elle s'occupe plus de la justice sociale et non de la justice pénale. En fait, quand on parle de l'opposition de la justice pénale, de la justice et du pardon, c'est qu'on fait un tout petit peu confusion entre la justice pénale et la justice sociale. La justice pénale, c'est côté judiciaire. Nous nous occupons du côté non judiciaire et nous nous occupons de la justice simplement sociale. C'est là la précision. Et la dernière précision, c'est par rapport à la question relative, Madame Juliette a posé la question de savoir pourquoi partir de 62 alors qu'il y a aussi d'autres crimes avant 62. C'est vrai, le président l'a si bien dit. Mais nous devons nous dire que l'accord d'Arusha, ceux qui ont participé justement à ces négociations de l'accord, se sont convenus de circonscrire les événements. Parce qu'on devait avoir une période, un délai sur lequel on devait investiguer. Ils se sont convenus de partir de 1962, la date de l'indépendance de notre pays. Mais heureusement, dans le document même de l'accord d'Arusha, c'est bien précisé que lorsque la commission Vérité et Conciliation constaterait qu'il y ait des éléments qui remontent d'avant 62 et qui, manifestement, nous ferait découvrir la vérité pour ce qui s'est passé à partir des années 62, on devait aller vers ces éléments-là, les chercher pour la bonne découverte de la vérité. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir peur, on ne peut pas s'inquiéter par rapport à cela. Nous devons, lorsque nous allons entamer les enquêtes et les investigations et que nous constaterons justement qu'il y a des éléments certainement qui nous aideraient à découvrir la vérité pour ce qui s'est passé même après 62, on va le faire, comme l'a bien précisé le président de la commission Vérité et Conciliation. C'était ces éléments que j'avais à ajouter. Merci, monsieur. Ok, merci beaucoup de ces précisions. Je pense que le temps aussi file, mais on va aller de son côté pour le moment et prendre 5 questions, ce nombre. Mais n'essayez pas de répéter ce que les autres ont déjà dit et essayez d'être bref. Donnez le micro ici, commencez par ici. On prend une série de 5, mais essayez d'être bref. 1 minute si c'est possible, en résumant. 1 minute, ça va être peut-être difficile, mais on va essayer donc de